Si vous voulez venir tracer quelque chose en fonction de la date, il faut utiliser la fonction datenum pour transformer votre date en un chiffre exploitable dans un graphe MATLAB. Donc pour ça, vous allez faire plot. En abscisse, vous allez mettre datenum de date, notre vecteur date qu'on a importé plutôt, et par exemple la pression. Donc là, vous avez votre pression, votre hauteur hydrostatique en fonction de la date. Donc je vous ai dit, ce sont des jours, Julien, depuis le 1er janvier de l'an 0. Pour pouvoir avoir quelque chose de plus sympathique, je vous mets une petite routine qui s'appelle T-label. Vous avez juste à taper T-label ici en dessous, vous faites entrer. Et donc votre abscisse sera transformée en date. Ce qui est pratique avec la fonction de T-label, c'est que si vous zoomez, l'abscisse va s'adapter. Vous voyez, ça s'adapte. Donc c'est assez pratique si vous voulez faire un graphe un peu plus zoomé sur quelque chose. Après, si vous voulez avoir au global, alors le mieux ce sera ensuite de virer la partie où l'instrument a été extrait de l'eau pour avoir le signal de marée. Ce signal pouvant être rapidement comparé au signal prédit. Afin de supprimer les données qui ne nous intéressent pas, on va venir créer des nouvelles variables dans lesquelles on va mettre juste les données qui nous intéressent. Alors nous, c'est relativement simple parce qu'on a vu que les seules données qui ne nous intéressaient pas étaient les données qui étaient au-delà de l'indice 8195. Donc on va simplement venir créer par exemple un nouveau vecteur date avec une majuscule dans lequel on va venir placer toutes les dates de 1 à 8195. Idem, direction, on va venir créer un nouveau vecteur qui va s'appeler une nouvelle matrice, qui va s'appeler direction avec une majuscule par exemple, vous faites comme vous le souhaitez. Et donc dedans cette matrice direction, on va venir mettre notre ancienne matrice direction en allant de l'indice 1 à 8195 et puis ici les 10 cellules. Idem pour l'intensité, j'ai appelé ça l'intensité, c'était la force du signal moyen. J'ai appelé profondeur la pression, j'ai appelé temps la température, vitesse avec une majuscule pour la vitesse E pour la vitesse S, vitesse N pour la vitesse nord et vitesse U pour la vitesse up. Et surtout ensuite, il faut penser à effacer vos anciennes variables pour pouvoir être sûr d'utiliser toujours les nouvelles variables, les bonnes variables. Alors vous pouvez très bien avoir sauvegardé à l'avance toutes les données ici, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, pour pouvoir revenir en arrière sur votre traitement. Pour cela, vous pouvez faire un save, on pourrait les appeler raw data, ce sont les données brutes, en maths, dans lesquelles vous allez venir mettre donc date, direction, force du signal moyen, etc. Tout ça. Donc il suffit d'ajouter tous les noms derrière. On peut y rajouter aussi roll, pitch, et puis heading. Vous faites entrer. Et donc normalement, il va créer ici, dans mon dossier, un rawdata.mat. Donc je sais qu'elles sont sauvegardées, toutes mes données sont là, et donc je vais pouvoir effacer la plupart des données. Donc d'abord, vous faites ceci, puis ensuite cela, hop, et hop. Alors pitch, roll et heading, normalement on n'en aura plus besoin, c'est pour ça que j'ai pas passer à 8195 les données. On avait vu que ça sert juste en fait au départ à déterminer quelles sont les données qui ne sont pas bonnes en termes de déplacement de la DCP. Donc maintenant on peut d'ailleurs aussi les supprimer, pour ne pas nous en servir pour la suite. Voilà. Et donc ici on a toutes nos données intéressantes. Donc date, direction, intensité, profondeur, température, vitesse, est, nord et up. Donc maintenant qu'on a supprimé les données qui ne nous intéressaient pas, on va venir regarder les données qu'on a récupérées. Alors. Donc c'est toujours pas très joli. On ne voit pas grand chose. On peut faire un color bar pour voir ce qu'on observe sur la vitesse. Et on va de 0 à 1.2. Bon, soit, pourquoi pas. On va essayer de regarder un peu mieux ce qu'on observe. Et ce qu'il y a, c'est déjà de voir un peu en profondeur où on est. Parce que là, pour l'instant, c'est marqué de 1 à 10. Mais bon, de 1 à 10, on ne voit pas grand-chose. On aimerait bien voir à peu près à quelle profondeur se situent nos données. Donc pour cela,
on va venir attribuer une profondeur à chaque cellule qu'on va appeler depth cell. Alors déjà, il faut se rappeler que l'instrument est posé au fond et l'instrument a une certaine taille. Donc sa taille, c'est 40 cm. Donc déjà, l'instrument, sa tête, qui va envoyer l'onde acoustique, est placée à 40 cm du fond. Ensuite, on a parlé tout à l'heure du blanking. Le blanc, c'est la zone où en fait l'instrument ne peut pas faire de mesure parce que c'est trop proche de l'instrument. Il y a des effets de champ proche de l'onde acoustique qui fait que l'onde acoustique est trop sphérique et on ne peut pas avoir une mesure correcte à cet endroit-là. Donc il ne va pas mesurer pendant les premiers 40 cm où il y a l'instrument, puis à partir de sa tête, 1 mètre au-dessus. Et donc la profondeur, on va la définir de cette façon. Je vais l'appeler depth cell, la profondeur de chaque cellule. Ça va être donc la hauteur d'instrument plus la hauteur du blanking, plus toutes les profondeurs moyennes, les positions moyennes de chaque cellule. Et vous vous rappelez, chaque cellule fait 2 mètres d'épaisseur. Donc la première cellule, si on prend ça pour sa hauteur moyenne, on va la mettre à 1 mètre, puis la seconde à 3 mètres, puis la troisième à 5 mètres, etc. Donc normalement, si je fais ça, je vais obtenir mon vecteur me donnant la profondeur de chaque cellule. On peut ensuite tracer du coup les variables en fonction de la date et de la profondeur. On regarde ce que ça donne ici tout de suite. Donc ça, par exemple, c'est l'intensité du signal, fonction de la date et fonction de la profondeur. Donc là, notre instrument est à 0. Alors attention, l'instrument est à 0 et il voit jusqu'à 20 mètres au-dessus de lui. C'est vrai que c'est un peu trompeur de dire profondeur. Finalement, l'instrument voit jusqu'à 20 mètres au-dessus de lui, donc c'est presque hauteur au-dessus de l'instrument plutôt. Et donc la date ici. Alors pour avoir une plus jolie date, si on veut tracer les choses en fonction de la date, je vous donne une petite routine qui s'appelle T-Label, qui est très pratique. Et comme ça, vous avez directement la date qui est formatée correctement. On peut zoomer, hop, sur une partie des données pour regarder un peu mieux ce qui se passe sur une journée à l'échelle d'une marée. Et là, c'est particulier, on voit une sorte de signal de marée. Vous voyez qu'on voit 20 mètres d'eau quand même au-dessus du fond. Ce qui est intéressant, pardon pour la sonnerie de téléphone, ce qui est intéressant, c'est de regarder, de tracer en même temps la profondeur. Alors, si je trace en même temps la profondeur et que je viens zoomer sur une zone, donc la profondeur du capteur, je viens zoomer n'importe où, sur une vidéo ici. Vous voyez que ça correspond en fait, ces zones rouges d'intensité, ça correspond à la surface libre. En effet, quand l'acoustique va envoyer un signal vers la surface libre va lui répondre fortement. Donc on va avoir une forte intensité du signal à l'endroit de la surface libre. Mais le problème, c'est qu'on a aussi des artefacts de calcul, c'est-à-dire que l'instrument croit voir des choses aussi qui se trouvent au-dessus de la surface libre. Or, il ne peut pas mesurer au-dessus de la surface libre. Donc, il va falloir virer toutes les cellules qui se trouvent ici au-dessus de la surface libre. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va commencer par dupliquer les données et comme ça, on va travailler sur ces données dupliquées pour ne pas venir risquer de faire des bêtises sur nos données précédentes. Et une fois qu'on sera satisfait du traitement qu'on aura fait sur nos données temporaires, on pourra redupliquer dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre des bonnes données traitées dans les variables qu'on veut garder. Donc une fois que tout est dupliqué, je le fais ici rapidement. Voilà. On va venir supprimer les données dans l'air. Alors vous pouvez directement venir prendre tout ça. Alors qu'est-ce que ça fait, ici? Ça va faire une boucle sur toutes les cases. En gros, on va venir vérifier sur tous les instants de mesure, sur chaque cellule, que la profondeur de la cellule est supérieure ou égale à la profondeur réelle. Moins 2, pourquoi? Pour enlever une case en plus. Et à chaque fois qu'on sera au-dessus de la surface libre, ou à peu près sur la surface libre,
on va mettre dans cette case un NaN, c'est-à-dire un not a number. Il n'y aura en fait pas de données dans cette case-là. Donc je teste, et après on testera, si vous voulez, en enlevant le -2 là, pour voir ce que ça fait si je demande juste d'être inférieur à la profondeur. Donc on fait le calcul, et puis on vient tracer. On a vérifié que notre procédure, notre traitement a bien supprimé les cases qu'on voulait, en venant tracer à nouveau la même chose que tout à l'heure. Et si on zoome sur une marée, ici, on voit bien qu'on a bien supprimé tout ce qui était en dessous de la surface libre et qu'on n'a plus d'incohérence ici de valeur extrême au niveau de la surface libre. Si j'avais pas supprimé une case en plus en dessous de la profondeur, vous vous rappelez, c'était l'histoire du -2 ici, si j'avais juste dit quand la profondeur est supérieure ou égale à la profondeur, hop, on supprime la case. J'enlève ça, je refais le traitement pour vous montrer ce que ça aura donné. Et donc là, vous voyez qu'il nous reste des données au-dessus de la surface libre. Et encore une fois, si on fait un zoom sur une Vivo ici, peu importe, hein, même ici, hop là. On voit qu'au niveau de la surface libre, il y a ces petits artefacts là. Hein. En fait, c'est dû, vous savez, sur la surface libre, il va y avoir des vagues, il va y avoir du clapot, il va y avoir des petites bulles d'air. Donc tout ce qui se passe à la surface libre et un petit peu en dessous, ça va créer des problèmes acoustiques. Et donc ça va créer un renvoi très fort, une rétrodiffusion très forte au niveau de l'acoustique et des données non pertinentes. Donc il fallait bien supprimer une case de plus, hein, c'est-à-dire une case faisant 2 mètres, -2 ici, et nos données sont impeccables. Alors comme nous sommes satisfaits de nos données, ici donc je suis satisfaite de la façon dont c'est venu enlever les données, à cet endroit-là, on va pouvoir venir réattribuer les données temporaires à nos données qu'on souhaite garder, et on va supprimer les données temporaires. Enfin, on vient sauver les données qu'on va pouvoir maintenant analyser. Alors comment est-ce qu'on les analyse? On reprend les P-color là, et puis on va tester différentes choses. On va tester par exemple la vitesse est. Alors la vitesse est, réfléchissons un instant, reprenons la carte. Je vous ai dit, il faut toujours essayer d'avoir une idée de ce qu'on va trouver. Regardez le point ici, et donc logiquement on va avoir un courant, hein. Déjà on a le courant de l'Elorn qui va forcément aller vers ici, donc vers le sud-ouest, et puis on a le courant de marée qui va faire des allers-retours entre du nord-est et du sud-ouest normalement. Donc a priori vu l'angle là qui paraît assez être à 45 degrés finalement entre l'est et le nord, on va sans doute avoir des choses similaires si on regarde la vitesse nord ou la vitesse est. Donc vérifions ça immédiatement. Donc je vais tracer la vitesse est. Et on va regarder un peu plus près. Donc les vitesses vont de -0,6 à 0,6. Donc je suis bien sur quelque chose, un courant à dominante de marée. Hein. On a vraiment la marée qui va impacter davantage que le reste. On a ce courant alternatif clair. Et alors là, c'est encore plus visible. Vous voyez que pendant que le niveau d'eau monte, et le courant est en rouge et que c'est une vitesse est, ça veut dire que je vais vers l'est. Donc je rentre vers l'Elorn. Donc le courant rentre vers l'Elorn. Puis ici, je suis en bleu. Je suis donc en négatif. Ça veut dire que je vais maintenant vers l'ouest. Et en effet, le niveau d'eau baisse. Et donc, je vais sortir, la vitesse va sortir de l'Elorn et partir vers le large. Si on regarde encore plus précisément sur une marée, alors on voit la variation un peu sur le courant, mais il n'y a pas beaucoup de variation sur la colonne d'eau. Ce qui est intéressant juste de voir, si on regarde à un instant tel que par exemple l'inversion de courant de marée, donc quand on passe par 0,
au moment de l'étale de basse mer. Alors là, le courant était important en négatif, donc vers l'ouest, ça sortait de l'Elorn. Et puis tout d'un coup, le courant va re-rentrer vers l'Elorn. Et alors, si on regarde juste cette colonne d'eau ici, il se passe quoi? On a un courant en bas de la colonne d'eau qui va rentrer dans l'Elorn et un courant en haut de la colonne d'eau qui sort de l'Elorn. À quoi ça correspond, ça? Ben, ça correspond à la marée qui commence à avoir un courant qui va être presque aussi fort que le débit de la rivière. Il ne faut pas oublier qu'on a de l'eau douce qui sort de la rivière. L'eau douce, elle est comment par rapport à l'eau salée? Plus lourde ou plus légère? L'eau douce, forcément, oui, elle est plus légère que l'eau salée. Donc, elle va être plutôt en surface, quand l'eau salée va être plutôt au fond. Donc, au début, quand la marée s'inverse, quand on a un faible courant de marée qui rentre dans le fleuve, dans la rivière, ben, ce courant, il va se mettre au fond. Et donc, on va avoir le courant de marée au fond, la rivière, le courant de rivière au-dessus, plus léger. Et puis, au bout d'un moment, ben, le courant de marée va devenir tellement intense qu'il va contrer le courant de la rivière et que donc l'eau va s'engouffrer dans l'embouchure. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des petits zooms, à aller dans le View, vous vous rappelez, Property Editor, pour venir essayer de customiser un peu tout ça, faire un niveau d'eau ici, peut-être un peu plus épais, là, pour avoir quelque chose de plus joli. Et puis augmenter la fonte ici, comme on avait vu aussi, pour mieux voir les choses. Rajouter des axes, mais si c'est pas la peine. Mais ici, mettre qu'on a la hauteur au-dessus de l'instrument. Mettre ici qu'on a la vitesse est. Donc on va regarder rapidement la vitesse nord. Pour s'assurer que notre prédiction est exacte, c'est-à-dire que normalement, vu la position où on se trouve, on a quelque chose de similaire à ce qu'on regardait avec la vitesse est. Et en effet, vous voyez, on a bien un courant qui va vers le nord pendant que la mer monte, et puis un courant qui va vers le sud pendant que la mer descend, avec des valeurs plus ou moins similaires à ce qu'on avait, 0,6 plus 0,5. Donc a priori, on doit avoir un courant maximum de 1,2 si on prend juste la vitesse. Donc la vitesse, c'est la magnitude de vitesse, donc c'est forcément toujours positif. Par contre, on ne voit pas du tout le sens ici. Comme c'est la magnitude, si on a une vitesse vers le nord ou vers le sud, ce sera la même couleur. C'est juste une valeur. Donc ici, c'est un peu plus compliqué à examiner du coup, parce que ce qu'on va voir, c'est juste quand la vitesse sera minimum et quand la vitesse sera maximum. Donc en effet, on avait vu que les inversions de marée, c'était au moment de l'étale de basse mer et de l'étale de pleine mer. Avec cette variabilité là sur la colonne d'eau, on a 0 mètres par seconde ici, 0 mètres par seconde là, vous voyez. Donc en effet, ça qu'on avait vu, les inversions se font à l'étale de basse mer et à l'étale de pleine mer. Et les maximums de courant se font à mi-marée. Alors qu'est-ce que vous avez vu en cours là-dessus? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir les vitesses maximum à mi-marée? Ça veut dire qu'on est sur le remplissage d'un bassin. On a vraiment un bassin qui se remplit avec la création d'une onde stationnaire dans le bassin qui va impliquer donc ces vitesses nulles à basse mer et puis quand ça recommence à vider le bassin, ça accélère. Alors qu'au large, ça va être l'inverse. On est sur une onde qui accélère, donc il y a plus de vitesse aux étales de pleine mer et basse mer et à l'inverse, qui va avoir des vitesses nulles à mi-marée. Donc onde stationnaire, remplissage de bassin, on remplit la rade de Brest et on la vide. Donc je vous invite à regarder tout ça. N'hésitez pas à jouer avec la donnée, regarder un peu plus. On peut regarder la direction aussi. Donc sur la direction, normalement, on devrait voir ce changement radical de direction dû à l'inversion de marée. On zoom. Hop. Voilà, là c'est vraiment extrêmement clair. On passe vraiment d'un sens à l'autre. Là, si on traçait notre rose
notre rose de marée, on verrait une flèche dans un sens, donc nord-est, une flèche sud-ouest, et on voit l'inversion exactement aux étals, avec cette particularité, comme on le disait, hein, à l'étal de base mère, ici, on a une période, vous voyez, ça dure 10h50 à 8h50, pendant 1 heure, on a deux courants qui se superposent, le courant d'eau douce ici, alors ça c'est intéressant pour vous à regarder avec des données de profil de CTD. Regardez avec les profils de CTD des moments où vous auriez plus d'eau douce au-dessus et plus d'eau salée au fond. Et quand vous aurez ça, ça veut dire que vous n'êtes pas loin de l'élorne. Alors nos profils vont pas jusqu'à l'élorne, ils passent devant l'élorne, mais il y a peut-être des petits résidus quand même sur un des profils, celui qui sera le plus en face, montrant de l'eau douce en surface et de l'eau salée au fond. À vérifier. Donc enfin, donc là on a fait tout ça, on peut sauvegarder nos données, donc j'ai redupliqué les données, j'ai sauvé les données d'un process data, et si vous voulez on peut calculer le courant barotrope en faisant la moyenne sur la colonne d'eau, donc qui va être le courant, ici le courant de marée, le courant proche de la marée, en utilisant la fonction nanmin de MATLAB. Alors min ça fait la moyenne, le problème c'est que s'il y a des not a number, faire la moyenne avec quelque chose qui n'existe pas, en général MATLAB rend rien du coup. Donc il faut lui dire, avec cette fonction nanmin, ça lui dit de ne pas considérer ces cases-là, de faire la moyenne sur toutes les cases qui existent en quelque sorte. Pourquoi le virgule 2 ici? C'est pour faire la moyenne selon la deuxième taille, donc ici suivant le 10 correspond au nombre de cellules, donc faire la moyenne selon les cellules. Donc si vous faites ceci, vous allez calculer vos courants barotropes est et nord. Ensuite, vous pouvez faire un plot YY. Alors qu'est-ce que ça fait un plot YY? Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez que vous mettez la date, la vitesse est barotrope, la date et la profondeur. Ça va tout simplement vous tracer sur un même graphe avec deux échelles différentes, 2 Y en fait, les données. Et ensuite, vous pouvez zoomer et remontrer ce qu'on avait déduit déjà des données précédentes. Vous pouvez voir que sur une marée, vous avez votre maximum de vitesse à mi-marée. Et puis, ici, vous passez à 0. Vous voyez, vous passez à 0 au moment de l'étal. Idem ici. Ouais, n'hésitez pas à customiser vos figures, encore une fois, pour les mettre dans le rapport. Voilà, j'ai terminé pour le courant. N'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit, hein, sur les traitements, des problèmes avec MATLAB ou sur l'analyse, si vous voulez discuter un peu plus de ce que vous voyez sur les données et quoi en déduire. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas abordées forcément, donc n'hésitez pas. Au revoir.